Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là sur le podcast Entreprendre à l'étranger en direct de Lisbonne aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, le premier épisode j'ai enregistré à Lisbonne en présentiel. C'était en décembre et là c'est le premier podcast que j'enregistre de nouveau en présentiel et c'est à Lisbonne. Stéphanie, on va faire simple, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu es, je sais, t'es à Lisbonne. Oui, ça n'a pas changé. Ce que tu fais, et puis après il y aura plein d'autres questions qui vont venir en fait au fur et à mesure émailler le podcast. D'accord, donc moi c'est Stéphanie, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra au moment où vous écouterez ce podcast. J'ai 34 ans, je vis à Lisbonne, je suis de Paris. Ce que je fais dans la vie, j'ai eu un parcours assez atypique, multicasquette, où on a besoin de se renouveler en fait en permanence. Mais j'ai eu un cursus plutôt managériel dans le marketing de luxe et la mode avant de créer ma première entreprise qui était en organisme de formation professionnelle sur le SI, la digitalisation. La partie managérielle également, puis on m'aventura ici. On découvre une autre culture, un autre état d'esprit, une autre approche aussi du business. Il a fallu se réinventer, innover et avoir le meilleur positionnement possible, tant entre nos envies liées à notre bien-être et aussi la régularité financière que nous souhaitons, parce que l'écosystème évolue tellement vite. Les barèmes salariales dans le cadre de l'entreprise ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir en France. On est confronté aussi à ça et je pense que ça a aussi incité ma volonté de vouloir créer pour trouver tout simplement l'équilibre budgétaire entre le bien-être qu'on peut retrouver ici à Lisbonne, au Portugal pour la Je te le confirme. Voilà, donc la raison de mon entrepreneuriat à Lisbonne. D'accord. Du coup, Lisbonne, ça fait combien de temps que tu y es maintenant ? 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Ouais, j'y tiens. Ouais, c'est à la fois récent, mais après, ça va vite sur Lisbonne. Ça va ça super peut aller vite, ça peut, moi, j'ai passé 3 ans, et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé 6 mois à peine. Donc, complètement. Ça passe hyper vite. Ça va super vite. Donc ouais, t'étais à Paris, oui. Donc t'as un cursus universitaire. Complètement, ouais. Comment dire, t'es passé par une école de commerce, une fac. Une école de commerce, IPAC School dans le 6e. Ouais. J'ai fait mes études de primaire, de lycée en Normandie, parce que ça fait toujours rire, mais je suis normande. Ça existe des Noirs normands et des Arabes bretons, il va falloir s'y faire. Donc normande et fière de l'être, un petit hameau de 286 habitants qui m'ont apporté un bel ancrage en termes d'humanisme, j'ai envie de dire, et pour me réaliser à l'échelle professionnelle, dans le réseautage que je souhaitais faire, dans le chemin des études que je prenais, c'est-à-dire managériel. Je me suis aventurée à Paris, puis Londres, parce qu'à IPAC School, ça a d'abord commencé, la première prise de contact était à Londres. Ouais. Il y en a une après dans le 6e arrondissement, où j'ai continué mon cursus. Les opportunités sont très vite arrivées, les postes à responsabilité aussi, parce que j'ai eu mon premier poste de manager pour le groupe ERAM, je n'avais que 19 ans. C'est jeune. Et c'est jeune, hein. J'ai que 19 ans et j'ai eu ma première équipe en fait à gérer qui était de 14 personnes déjà. J'étais novice, donc j'apprenais et ça m'a donné un goût en fait pour aller de l'avant, pour me performer dans ce que j'étais en train de faire. La mode, en étant une femme, je pense on aime les artifices de façon naturelle, hein, mais vraiment c'était un univers assez particulier parce que entre la mode, le mannequinat, parce que parallèlement pour payer aussi mes études, j'ai fait du mannequinat, je me sentais moins à l'aise, un peu trop potiche à mon goût, vraiment. On gagne très bien sa vie, je ne vais pas cracher dessus, hein, ça c'était le côté très très positif. Mais j'avais besoin, je pense, venant d'une famille très masculine. J'ai été la seule petite fille de la famille pendant 17 années quand même. Donc j'étais entourée de la gente masculine principalement. Voilà. Mais justement, c'est assez lent, comment tu fais ta place ?
pendant 17 ans, être dans un ouais, univers uniquement masculin pendant 17 ans. Pendant 17 ans, on fait sa place comment par la force des choses. Par la force des choses, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère aussi, par contre, manager né, leadership, qui a une société d'export et import de fruits et légumes, qui gérait 500 salariés, donc une femme de poigne, qui m'emmenait partout à ses rendez-vous. J'étais sa seule petite fille, et elle était très fière de sa petite fille. J'ai des tontons très aimants et je devais m'affirmer parce que il y avait déjà ce machisme et dans le cadre éducatif un manque d'égalité et d'équité entre une petite fille et un petit garçon, d'où ce caractère que j'ai aussi parce que pour s'imposer auprès des aînés masculins il fallait un peu envoyer quelques petits coups de poing, j'ai envie de dire, donc et c'est ce que j'ai fait pour voilà. Et à Paris, ça se passe comment? Parce que du coup, tu quittes ce village. Tu connais 186 habitants. Oui, ouais. Je pense qu'à notre échelle, je serais incapable de dire ce que ça représente. Complètement. Pour moi, c'est les habitants d'une rue. C'est ça, oui, non, mais c'est vrai, c'est un petit hameau, tout le monde se connaît. C'est ennuyeux, je ne vais pas dire c'était génial. Le point génial, c'est que il y a de la verdure, mais c'est très. En fait, moi, je m'ennuie profondément pour la simple bonne raison que je pense que j'ai déjà un esprit un peu avant-gardiste et que j'inspire à autre chose. Vraiment, très vite, j'ai voulu être au lieu de paraître. Je me sentais très différente déjà par mon histoire de vie, mon démarrage de vie. Donc, ce schéma classique qu'on connaît, papa, maman, mariés ensemble depuis 20 ans, voilà, avec une routine bien installée. Non, moi je suis née d'un amour de jeunesse, née d'une famille reconnue, parce que je suis persuadée que je ne suis pas l'aînée. J'ai eu un papa... Il y a encore des secrets. Voilà, il y a encore des secrets, j'en suis sûre que je ne suis pas l'aînée. Je reste persuadée de ça. Donc ayant eu un début de vie très différent, je voulais affirmer ma différence en fait, que les gens percevaient comme un handicap, mais moi que je voyais plutôt comme un avantage en fait. Donc... Et quand on arrive à Paris, c'est génial. Pour moi, c'est New York, pour moi, Paris. Vraiment, dans la perception que j'en ai venant d'un petit hameau. Paris, c'est génial. Il y a des restaurants, il y a du shopping, les gens sont beaux, les gens sont snobs. J'aime ça. Ils sont parisiens. Il y a des opportunités aussi pour faire de l'argent. Ouais. Voilà, parce que on m'a souvent reproché, Stéphanie, tu es assez matérialiste, tu aimes l'argent. Je dis oui, j'aime l'argent. Parce qu'il faut aimer l'argent pour l'avoir, pour qu'il vienne à soi. On ne demande pas de le vénérer. Mais ça. Par rapport aux capacités que je pressentais avoir, je me sentais très limitée en fait dans mon champ de réalisation. Et finalement, mes premières années à Paris étaient un vrai centre d'épanouissement, un jeu littéralement. Il y a des opportunités aux quatre coins des rues, on rencontre plein de gens d'origines et d'horizons différentes. Et c'est ce qui fait la richesse. Et c'est ça qui fait la richesse de Paris. Mais en revanche, le point négatif, c'est que j'ai connu la violence, j'ai découvert la violence et le racisme à Paris. Contrairement au village d'où je venais, où j'ai pas... Après, c'est malheureusement ce qu'on peut rencontrer dans des grandes villes. Oui. C'est qu'en fait, quand tu es dans une petite communauté, c'est un peu comme quand tu es en famille. Donc il y a des petits problèmes, mais ça reste à l'échelle familiale. Complètement. Là, ça reste à l'échelle d'un village. Après, tu passes de 186 habitants à Paris. Tout est exponentiel. Complètement. C'est l'argent, c'est exponentiel. La violence, malheureusement, est exponentielle. Le racisme l'est. Donc c'est... Non, je comprends tout à fait. Après, moi, j'ai pas vécu de façon directe le racisme. Je pense d'être écrit sur ma tête, ne l'emmerde pas, sinon il va t'esquinter. Je pense véritablement. Donc, je savais que j'ai des copines. Les copines que j'avais à l'époque me disaient, mais attends, tu te rends pas compte, on est raciste parce que je suis noire, on est raciste parce que je suis juif, parce que je suis arabe, parce que je suis portugais, parce que... Et moi, j'étais tellement loin de tout ça, en termes de perception. La petite anecdote, je grandis en Normandie, j'arrive à Paris, ma première colocation se passe dans le 18e et pas le côté sympa, c'était pas les Abbesses du tout, c'était Max Dormois, si les gens connaissent un peu la région parisienne. Ça s'est un peu bobotisé maintenant, mais ça l'était pas 10 ans en arrière. Pour ces 10-15 ans, non. Voilà, c'était pas du tout le cas, donc j'arrive avec Jennifer, blonde aux yeux bleus, en notre petite valise, et je laisse tomber la valise parce que je dis, waouh, c'est quoi tous ces noirs? Elle se retourne et me dit, mais Steph, t'es noire. Je dis, bah oui, mais moi j'ai grandi dans un village entouré que de blancs. Ouais. J'étais la seule black. Donc, d'où, en fait, l'impact aussi que ça peut avoir sur le cadre environnemental et éducatif. Totalement. L'exemplarité que nous avons, soit à la télévision, soit par le biais des personnes que nous côtoyons, etc., etc. Et là, j'ai voulu m'intéresser à la, si je peux parler d'une culture black.
il n'y a pas tellement d'exemplarité. C'est maintenant voilà, qu'on a des figures. Ouais, d'autres modèles. Voilà, d'autres modèles. Des références. On a fait des références, mais tardivement déjà, on a connu Harry Roselmack, qui était, oh là là, il était attendu, limite était reçu comme le Messie, limite. Donc, après, c'est vrai que, comment dire, sur la question, j'en discutais il n'y a pas longtemps. En fait, je fais nos modèles ont notre âge. Oui. Et parfois, c'est hyper compliqué. Moi, des fois, si je me pose, je suis de 85. Oui, on a un an d'écart. Et on voit en fait, il a mon âge. Oui. Ouais. Et alors, je ne vais pas dire qu'on vénère, loin de là. Ouais. Mais qu'on prend pour modèle les gens, en fait, ouais, tu vois, ça aurait pu être nous. Complètement. Et il y a ça, je vais pas taper sur les gens en disant ils ont eu des modèles plus grands, machin. Est-ce qu'on pourrait appeler des figures d'autorité ou autre? Bien sûr. Ouais. Mais ouais, c'est quoi, nos modèles ont notre âge. Oui, ouais. Et après, c'est à la fois, je vais pas dire frustrant loin de là, mais c'est motivant. Oui. Ouais. C'est motivant parce qu'en fait, on les sent accessibles. Complètement. Voilà. C'est vrai. On les sent beaucoup plus accessibles et puis il y a une nouvelle donne qui s'est mise en place. Après, moi, j'ai eu une grand-mère qui m'a donné beaucoup d'amour. Très honnêtement, je pense que ça m'a permis aussi de me réaliser en tant que femme. Ça m'a aidée dans ma perception. Ce qui va être perçu souvent comme du racisme, moi, je le lis généralement à de l'indifférence parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, voilà, on peut aller en Corse, ils n'ont pas l'habitude, j'ai pris la Corse comme ça. Ça peut être, voilà, je sais pas moi, dans les Pyrénées, dans un village des Pyrénées, ils n'ont pas l'habitude d'une autre couleur de peau, d'une autre... C'est une découverte. C'est une découverte en fait, donc il y a des questions, qui peut vite déranger si on est animé par son ego, mais lorsqu'on n'est pas animé par son ego et qu'on est dans une compréhension totale de la vacuité de l'autre, on excuse, on n'a même pas besoin d'excuser, je dirais on tolère parce que ça nous glisse littéralement dessus. Au bout d'un temps, ouais, t'as pas le choix. Moi perso, ça me glisse dessus réellement. Je trouve limite les personnes ayant ce genre de dérive, soit conscientes ou inconscientes ou de façon insidieuse, relativement obsolètes, très clairement. C'est lié à des croyances limitantes, propres à eux. Donc je vois pas pourquoi je l'embrasserais à titre personnel. Ça me fait penser, je le mettrai en lien, ça me ferait penser au sketch d'Haroun. Oui. Je trouve magnifique. Il raconte, il le type bien, il fait Salarabe. Tellement has-been. Mais clairement c'est has-been. Clairement c'est has-been. C'est pour ça que je pense que voilà, moi je voulais véritablement, par ma différence d'histoire de vie, il était hors de question en fait de dénaturer ma personnalité pour être acceptée de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Pour la simple bonne raison que pour aller un peu plus dans l'intimité, j'ai toujours été rejetée. Je suis pas un enfant désiré. Quand ta maman tombe enceinte à 16 ans, elle te désire pas. Je connais très peu de gamines à 16 ans qui disent oula, je vais être en cloque là, tu vois. Et je me lance. Les 9 meilleurs mois de ma vie. Voilà, je vis les 9 meilleurs mois de ma vie. Je n'en connais pas. Donc moi j'accepte mon histoire avec ses qualités et ses défauts et je ne suis pas un enfant désiré. Donc partant de là, je voulais ancrer ma différence parce que ma différence ne va pas définir qui je suis, mais ça va loin de là, ça va influencer. J'ai toujours voulu faire des choses que les gens n'osaient pas faire. Voilà, je ne me privais pas d'aller où je souhaitais, sous prétexte que je suis la seule noire, je suis une femme, etc., etc. Je ne restais pas à ma place. Vraiment. Et ça m'a valu le rang de fort caractère, grande gueule. Pas du tout. Je suis pas grande gueule, je décide juste d'être en fait. Non, tu t'assumes. Deux, tu demandes à être respecté. Je vois pas ce qu'il y a de malsain à ça. Et je pense que c'est ce qui forge aussi le caractère de chef d'entreprise que tu es aujourd'hui. Oui. Donc, oui, inconsciemment, oui, je pense que c'est que oui, ça a forgé ça. Et du coup, même quand j'ai perdu mon travail, le dernier poste que j'ai occupé, c'était directrice régionale d'un groupe que je ne vais pas citer ici. J'ai pas forcément envie de leur faire de la pub. On sanctionne la pub. Mais oui, j'ai beaucoup appris. Donc, pour le coup, j'avais vraiment plusieurs personnes sous ma responsabilité. J'ai eu la chance aussi d'expérimenter à l'étranger, que ce soit à Dubaï, à Londres. Vraiment, là où le vent pouvait me porter, j'y allais. Et pourtant, je pouvais vivre à côté de mes pompes à l'échelle personnelle, parce que j'étais borderline aussi à un moment donné de ma vie. Autant, dans le cadre des responsabilités que j'embrassais pour rendre une entreprise productive, je faisais toujours partie des meilleurs éléments d'une région. Véritablement. D'accord. Et c'est ce qui m'a valu un axe de progression. Lorsque j'allais prendre un poste, d'entrée de jeu, je me disais, ça allait être moi en fait. Je n'avais rien à foutre du voisin. Très clairement, je venais prendre une place. Et quand j'arrivais, je pouvais effectivement être écrasante. Je sais pas, quand on vient me prendre l'argent, tu vois. Non, mais je comprends. Enfin. Mais du coup, comment dire, mais du coup,
parce que le salariat, ça se passe bien, tu te bats, mais ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu quittes le salariat pour entreprendre? La hiérarchie, la petitesse d'esprit en fait, le manque Problème d'autorité avec la hiérarchie? L'autorité, j'ai rien contre l'autorité à partir du moment où mon interlocuteur ou mon interlocutrice est exemplaire dans l'exigence qu'il attend de moi. D'accord, je crois que ça fait... Ouais, non, je crois que c'est un sacré leitmotiv Ouais. que tu retrouves chez les gens qui sont entrepreneurs aujourd'hui. Oui, je pense aussi, vraiment. Moi, j'ai un réel problème avec l'autorité. Complètement, parce que... Il faut qu'elle soit justifiée, mais tu ne peux même pas imaginer à quel point. Elle doit vraiment être justifiée, elle doit être exemplaire, il doit avoir une formation aussi en allemand avant de déléguer, et il faut contrôler dans le suivi de la formation. Et vu que j'avais déjà expérimenté en plus à l'étranger, soit pour me déplacer, par exemple, je vais citer la marque, Scotch & Soda, on implante en France, le groupe Eram, SMCP, bref, des belles maisons. Enfin, l'éthique n'y était pas, mais bon, ça restait des marques. Le vernis le vernis était bon. Tu vois, le package était sympa à vendre. Voilà, ça plaisait, on vend de l'émotion, les gens étaient contents, on prenait de l'argent. C'était très bien. Pour en parler crûment, c'était véritablement ça. Et par rapport à ça, je ne me retrouvais pas, mes compétences n'étaient pas reconnues. Parce que, par exemple, la hiérarchie peut s'inspirer de vos idées et les valoriser en faisant croire que c'est eux. Quand on est souvent à ces postes, je vais juste appuyer parce que j'ai... voilà, c'est quand on a ces postes-là, on a tendance à... on est des pions. On est des pions. Moi, je m'ennuyais, je commençais à tourner en rond comme un poisson rouge dans un bocal. Je suis quelqu'un de très créatif, j'ai soif de découvrir, j'ai soif d'apprendre. Je suis un électron libre, je suis très efficace si on me laisse mon espace vital. Quand on ne me le laisse pas, je deviens la chieuse de service puissance 10 000, de façon inconsciente même. Donc, et j'ai voulu créer, par la force des choses, parce que j'ai été virée, parce que j'ai beaucoup été virée aussi. En tant que j'étais un bon élément, mais mon caractère, on m'a beaucoup virée. Je pense que tout mon parcours, j'ai été plus virée. Autant j'étais virée, autant j'étais débauchée. C'est une moyenne. Non, mais véritablement, est-ce que j'ai le souvenir d'être partie de moi-même de mon poste? Non. Soit j'étais débauchée, soit j'étais virée. Donc quand on est viré la première fois, l'ego on prend un coup. Tu m'étonnes. Mais ce qui est bien à Paris, c'est que l'après-midi, on peut trouver un travail aussi. Donc la prétention se rajoute, ça nourrit encore l'ego. Et en fait, plus j'étais virée, plus ça m'éclatait en fait. Parce que en fait, chaque non me rapprochait de mon rêve et de mon objectif. Voilà comment je le vivais. Ce qui était perçu comme l'échec par l'environnement extérieur, je le vivais comme une façon de pouvoir me renouveler et de continuer à avancer vers des choses qui m'inspiraient. C'est simple, quand je vois ma venue ici à Lisbonne, on m'a dit, Steph, mais t'es complètement malade, tu vas vivre à l'étranger, t'es avec un enfant, tu as vendu, t'as plaqué ton entreprise, tu t'as licencié, t'as perdu un gros marché qui a permis à la fin de faire un dépôt de bilan, pas parce que je le voulais, mais parce que dans le business aussi, il y a les premiers râteaux, les premières arnaques, etc. Mais j'en avais marre en fait d'une pensée très franco-française, dans la perception du business, dans la perception d'être. On nous met des étiquettes en permanence. Alors si tu n'es pas resté 5 ans, imaginons, dans tel groupe, c'est que tu es instable. Non, j'ai été débauchée. Ou oui, j'ai été virée. Et alors ? Je n'ai pas été virée parce que j'étais incompétente, j'ai été virée parce que oui, Stéphanie répond, Stéphanie qu'on ne sait pas expliquer convenablement, le fait savoir, et si ça dérange, tant pis, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais. Non mais aujourd'hui, ça te donne une opportunité de dingue, c'est d'être à Lisbonne et de faire ce que tu veux. Ah oui, complètement. Voilà. Après moi, c'est comme ça que je le perçois, après peut-être que je me trompe, parce que quels que soient les profils d'entrepreneurs que je rencontre, en fait, je vais pas dire il y a la même histoire. Oui. Mais il y a ce fil conducteur. C'est pas faux, ouais. Qui fait que je connais personne qui a commencé à entreprendre dès l'âge de 16 ans. Oui. Quand je dis personne, il n'y en a qu'un seul. Et j'ai un respect immense pour lui. Il a lancé un site web à 16 ans et demi. Oui, oui. Voilà, donc c'est Mathieu que je salue, qui est juste fantastique. Oui, Mais il y en a un. Sur 11, j'en ai eu un. Ouais, comme quoi... Et tout le monde, on a tous commencé par le salariat. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, souvent, c'était pas fait pour nous, ce qui est possible. Bien sûr. On n'est pas en adéquation avec les règles. Complètement. Et puis, il n'y a rien de mieux que de dire, je pars, je vais voir ce qui se passe. C'est ailleurs, ouais. Et que c'est cloisonné, en fait. Et moi, ce qui me dérangeait le plus, outre ces hiérarchies, c'est vraiment les discours extérieurs, quoi.
Mais non, tu lâches ton boulot, ça va être la merde. Mais parle pour toi. Même si c'est la merde, ça fait pas de mal de manger des fois des pommes de terre ou des pâtes tout le mois pour On comprendre. m'a dit que mon parcours était instable, donc. Ah bah oui, moi j'ai eu droit à ça tout le temps, hein, votre parcours Insta, mais maintenant je suis confrontée, vous êtes surqualifié. Bah, attendez les gars, faut savoir à un moment c'est donné. fou. Je crois qu'on a dû rencontrer les mêmes personnes. Ah mais vraiment, aujourd'hui que j'ai eu maintenant on coûte droit. trop cher. Non mais clairement, vous allez coûter trop cher, hein, vous êtes surqualifié. Alors, attendez, qu'est-ce que vous voulez? En fait, on veut mettre les gens dans une normalisation la plus malléable possible. Et moi, ce système de manipulation me dérange au plus haut point. L'hypocrisie, l'insidiosité, la malice qui peut englober ça me débecte, clairement. Donc je le fais savoir. Bon, je me fais pas toujours des amis, bien au contraire. Alors là, je pense que s'il faut se créer des ennemis, je suis souvent la première. On a une phrase avec Cyril, on dit en fait, le but de notre séjour là sur Lisbonne, c'est qu'on soit détesté le maximum. Bah, clairement. On y travaille tous les jours. Bah oui, parce que durement. Mais parce que quand vous êtes, ils vous perçoivent différents. Moi, ah mais ça va pas être facile. Hein. C'est pas grave. Tu es maman. Hein. Mais tu fais quoi exactement ici? Hein? Mais parce que nous on est expats. Hein. Ah oui, parce que ça aussi, le nombre de Français immigrés qui se disent expatriés, mon Dieu. Oui, ils sont expats. Oui. Est-ce qu'ils ont lu la définition? Bah, je pense qu'ils n'ont pas lu la définition. Voilà. Je pense que donc ça vient de là. Ça vient de là. Ils n'ont pas lu la définition entre l'expatriation et l'immigration. Il n'y a pas de honte d'être immigré. Il y a pas, voilà. Donc, mais il ne faut pas s'octroyer des rôles, une prétention auquel, voilà, la réalité n'y est pas, quoi. Et moi, j'ai été confrontée vraiment à ça. Et c'est une réalité, autant le Portugal, vraiment j'adore Lisbonne, la qualité de vie, outre la qualité de vie, d'apprendre une autre culture, d'apprendre une autre langue, se remettre aussi en question, parce que le fait qu'il n'y ait pas les mêmes... il n'y a pas la même approche en fait financière ici, voilà. Bon, il y a les rentiers, il y a les nouveaux riches, il y a les jeunes cadres dynamiques qui ont été recrutés par des grosses boîtes comme BNP et autres. Après, il y a des gens qui se lancent à l'aventure, les budgets ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et même ceux qui sont venus avec des gros budgets ont vu leur budget réduit comme pot de chagrin. Après, vraiment réduire, quoi, parce que 2020 a donné un... 2020, ça a été un sacré coup de tamis, quoi. Complètement, ouais, c'était un gros coup de tamis, effectivement. Et puis finalement, c'est les plus costauds qui restent quand on regarde bien. Dans la capacité d'adaptabilité, de remise en question, etc. Et puis, toutes ces expériences de licenciement, je ne l'ai jamais mal vécu, sincèrement. Au contraire, tout non me rapproche de mon oui, de mon objectif. Toute humiliation aussi, parce que l'humain a cette capacité, s'ils peuvent vous sauter à pieds joints à 5, ils vont s'en donner à cœur joie. Ouais. À partir du moment où ils estiment que vous ne rentrez pas dans leur carcan, il faut appartenir à un groupe. C'est ça. Et je suis une femme solitaire, moi. Appartenir à un groupe, je déteste. Hein. Exister à travers un groupe, je ne peux pas. Donc à partir du moment où vous vous mettez un peu à l'écart par votre perception, votre façon d'être, on va vite vous cataloguer, et ici ça va très vite. Parce que les gens parleront pour rien dire, majoritairement. Ceux qui parlent, en tout cas, les Français vont critiquer les Portugais, soi-disant, sont des concierges. Ils sont pas mieux, hein. Ils sont pas mieux parfois. Ça démontre une certaine adaptabilité quand même. Et ça demande vraiment une forte adaptabilité pour concevoir son rôle de maman, son rôle de femme, de chef d'entreprise, conjugué aussi avec la médiocrité qui n'a pas de frontières, c'est pas propre au Portugal. Non. La connerie est universelle, il n'y a véritablement pas de frontières. Bon, on peut le ressentir de façon plus concentrée quand on est dans une capitale à taille humaine comme celle-ci, par rapport à Paris qui est une ville incognito. Quoi. Mais c'est ce qu'on dit, de toute façon, comment dire, l'anecdote elle est assez marrante, c'est qu'il faut c'est qu'il y a ce que je disais à Cyril quand on s'est rencontrés hier, c'est que tu parlais et ton histoire je la connaissais, une partie d'histoire je la connaissais. Oui. D'où ma question sur Stéphanie. Oui, la personne en commun. Voilà. Ouais. Effectivement. Parce qu'en fait tu as un groupe d'amis. Oui. En fait c'est très simple, il y a un groupe d'amis, ces amis voyagent. Complètement. On rencontre des gens et puis en fait s'ils viennent, j'ai rencontré quelqu'un de génial, d'exceptionnel. Et hier tu me parlais, je la connais. Oui, parce qu'effectivement, c'est petit, mais on rencontre aussi plein de chouettes personnes. La preuve, nous nous sommes rencontrés. J'ai rencontré Greg, j'ai rencontré plein de belles personnes avec lesquelles les liens se tissent progressivement. Il y a une bienveillance. Il y a aussi... je tiens beaucoup aux valeurs, en fait. Aux valeurs, parce que c'est une capitale aussi qui s'y prête. Voilà, c'est très famille, c'est beaucoup quand même sur la simplicité, c'est moins show-off.
C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins show-off la quand vie même. est plus douce. Elle est plus douce, La voilà. vie est plus Donc, douce. et puis créer ici a demandé en fait pour le coup, c'est une belle, comment dire, une belle expérience en termes de réflexion. De réflexion. Et du coup, ça se passe comment? Quand t'arrives à Lisbonne, est-ce que Hum. tu arrives avec ton projet dans les bagages? Ou Non. tu t'installes à Lisbonne et tu décides d'entreprendre? Alors, j'arrive pas du tout avec un projet dans les bagages, hein, pas du tout. J'ai une opportunité professionnelle hein, et cette opportunité professionnelle, on m'a fait perdre mon travail. Donc moi, je me suis retrouvée très vite dans la merde. D'accord. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de gratuité aussi. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Hein, je pensais pas que ma franchise aurait dérangé autant certaines personnes pour essayer de m'enlever le pain de la bouche. Et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que en enlevant le pain de la bouche, on enlève le pain de la bouche à mon enfant aussi. Bien sûr. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait beaucoup de mal hein, parce que c'était des enjeux financiers. Je quitte quand même mon pays, la France, avec un enfant qui est en bas âge et j'ai été confrontée à beaucoup de méchanceté gratuite. J'ai digéré la pilule et vu que je suis quelqu'un de déterminé, je dis je suis là et je ne repartirai pas parce qu'on a décidé que je repartirai que lorsque j'aurai envie de repartir. Et si je repars, ça sera peut-être pas en France, ça sera pour continuer à écrire mon histoire ailleurs. Bien sûr. Et de là, progressivement, j'ai observé en fait la vie sociale, les business. Il y en avait beaucoup qui ouvraient et qui fermaient. Parce que la niche clientèle est très petite ici. Et quand j'ai posé mon projet, j'ai d'abord voulu de le digitaliser. Donc si tu veux avant le Covid, moi c'était le online. Hein, parce que déjà, je ne voulais pas conjuguer, parce que tout le monde se connaît. On va à Campo de Ourique, on va croiser les mêmes personnes à Estrella, on va recroiser les mêmes personnes. Étant une femme solitaire, je n'inspirais pas tellement à faire du présentiel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un concept store qui est uniquement sur réservation ou sur invitation. D'accord. On m'a dit, ça va pas marcher, sur invitation, attends, c'est quand même gonflé. Tu te prends pour qui? Donc tout est dans un appartement avec un rez-de-jardin où je crée des capsules éphémères. J'ai découvert en fait par mon auto-thérapie, j'ai envie de dire, parce que quand on essuie des échecs, on a besoin d'un espèce de nettoyage karmique. Je fais de la peinture, j'ai découvert que je savais dessiner en fait. Donc j'ai commencé à dessiner mes petites robes, puis un sac. Et les mamans que je croisais au jardin me les ont achetées. Puis j'ai eu de la demande comme ça. Et du coup, j'ai organisé un pot pour présenter ce que j'avais fait. Les gens se sont sentis bien. Donc j'ai décidé en fait de développer ce concept store, vraiment axé sur la mode et l'art. Création artisanale fait main, sur des matières naturelles, biologiques et éthiques. Et en petite profondeur, en appartement. Donc la journée dégustation de gourmandise et de boissons chaudes ou froides. Et le soir, tapas, champagne et vin. Là, voilà. Et sur réservation ou sur invitation, pour m'acheter aussi ma tranquillité, pour donner ce côté aussi privilégié. Et du coup, ces capsules, il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de féminité, il y a beaucoup de transparence, il y a beaucoup de Steph en fait. Je pense que ceux et celles qui me connaissent, ils ont été dit, ta signature n'est pas finalement surprenante, hein, parce que je joue beaucoup sur la transparence, pour donner aussi cette liberté, si tu veux, à des femmes de pouvoir l'associer à leur guise selon les périodes de l'année. Automne, hiver, printemps, été. Le petit chemisier transparent, on met un petit caraco, ça match. Le chemisier transparent, on met un petit cardigan ou un pull, ça passe. Donc vraiment pour rentabiliser sa pièce, parce que mes pièces ne sont pas données. C'est pas non plus excessif, on est aux ordres de prix de Mage et Sandro pour donner un panel. Une chemise coûte entre 169 € et 179, une robe de 150 à 325, mais on est sur de la pièce unique. Les imprimés des tissus sont teintés à base de racines de fleurs ou de plantes. Donc il y a une démarche écologique, vraiment écolo, et j'y tiens, tout a été fondé là-dessus. Et raison pour laquelle je voulais vraiment créer un endroit intimiste, éco-friendly, sensibilisant progressivement les personnes à qui mon projet parlerait en fait. Et je ne voulais surtout pas avoir pignon sur rue. J'aime bien le côté intimiste en fait, ces marques de niche. Hein, et maintenant, dans le cadre du développement, là, le site internet est en train d'être refait. On va développer le B2B parce que le staff est composé d'entrepreneurs uniquement. Voilà, pas de salariat. Ouais.
d'entrepreneurs uniquement. Ça va être voilà, une web designer qui est formidable, voilà, Saskia qui va m'accompagner sur le marketing, justement le site internet qu'elle est en train de réaliser. Voilà, Damien et Joan qui sont sur la partie commerciale. Donc que des entrepreneurs qui croient en ce projet et puis du coup on réduit les coûts, on soutient aussi les activités des uns et des autres dans le cadre entrepreneurial, on respecte la nature par les créations que je dessine et qui sont confectionnées avec un atelier éthique à Lisbonne. Et il y a la cosmétique aussi. La cosmétique, ce sont des partenaires en fait commerciaux comme Oden, On the Wild Side, dont j'ai la distribution ici. Donc je voulais vraiment faire un produit de niche parce que l'on va développer le B2B. Donc on va être représenté sur d'autres concept stores à l'étranger. Donc j'ai ciblé 5 capitales bien distinctes pour faire connaître. On peut les citer ou c'est encore, oui, on peut bien sûr, on peut les citer. Paris déjà. C'est Paris quoi. On voit l'œil. Je sais que voilà, Paris, il y a la violence, mais moi j'aime Paris, je suis une grande amoureuse de Paris. Donc Paris, Londres, Singapour, Séoul. D'accord. Et New York. Séoul, ouais, c'est intéressant. Pourquoi la Corée? Bon, pourquoi la Corée? Parce que j'aime le style coréen en fait au niveau de ce sont des personnes qui osent. En fait, quand on monte un business, on ne cherche pas finalement celui qui a l'argent, on cherche des gourmands. Ouais. Le gourmand, qu'il ait de l'argent ou pas, il veut dépenser. Il veut se faire plaisir. Il a découvert, c'est pas grave. Je veux m'acheter ce petit plaisir. Je n'ai qu'une vie et j'en profite. Moi, dans ma piche ciblée, dans mon zona, comme on dit, vraiment dans la clientèle que je cherchais, déjà, je voulais privilégier le online. Et c'est bien pour ça que j'ai peut-être aussi moins souffert que d'autres commerces qui n'ont pas privilégié le online. Exactement. Je n'étais pas pressée d'avoir pignon sur rue ici parce que la niche clientèle est petite. De ce fait, ça demandait trop conjugaison sur des petites sommes. Ouais. Voilà. C'est beaucoup d'efforts. Et tu sais ce que c'est d'entreprendre, de mûrir un projet, de l'acter et de le développer pour jouer avec les susceptibilités des gens. Pour conjuguer avec les susceptibilités des gens. Non. Je n'ai pas la patience pour. Je ne suis pas une femme patiente. C'est pas la plus grande. Trop de travail pour peu de résultats. Voilà, exactement. Très peu de travail pour. Beaucoup de travail pour très peu de résultats. Alors qu'en faisant le B2B, on parle à des entreprises. Voilà. Moi, je suis Stéphanie Givenchy, designeuse, autodidacte. Je porte le projet qui est celui-là. Ma collection est celle-ci. Les valeurs d'entreprise sont celles-là. Est-ce que vous aimez? Oui, j'aime. Je vous commande 30 pièces. Bravo, c'est très bien. Merci, au revoir. Tout le monde est content. On sort de table ventre plein. Quand on vend un produit ou qu'on vend 30 produits, l'effort est le même. Je préfère en vendre 30 en fait. Oui, voilà. Bien sûr. Je préfère en vendre 30 et lorsque je fais mes capsules et que je convie des personnes intéressées, ça peut être, je sais pas, Ludivine qui me dit je suis avec 3-4 copines, je viens. Finalement, l'ambiance est chill. J'aime les gens chill, j'aime les gens avec des valeurs, j'aime les gens qui ne se prennent pas la tête. J'ai voulu faire un event où je me dis tiens, c'est pas sur réservation, c'est pas sur invitation, je laisse entrer tout le monde. J'ai été confrontée à ce que je redoutais, quoi. C'est-à-dire je ne pensais pas qu'une blague pouvait faire quelque chose d'aussi raffiné. J'ai eu droit, par exemple. C'est vraiment toi qui dessines, hein, mais c'est où exactement ton atelier? Non. Si tu veux mon business model, hein, je te le donne clé en main. Je ne comprends pas, en fait. Ouais, c'est une curiosité mal placée. C'est une curiosité mal placée. Et c'est un comportement déplacé, après. Complètement. Et j'ai eu beaucoup d'actions comme ça, très déplacées. Aussi, beaucoup de condescendance. Moi je suis quelqu'un de très simple. J'ai un fort caractère quand on me provoque, autrement je suis très douce, très gentille. Le vieil adage, méfiez-vous de l'Okidor. Voilà, exactement, il faut se méfier de l'Okidor, très généreuse. Et que mon projet vraiment c'est mon bébé. Quand je suis confrontée à des interrogations qui relèvent d'une curiosité constructive, j'y réponds avec plaisir, comme bien là. Sûr. Mais lorsque ça relève en fait d'une curiosité dans le but de défoncer une marque gratuitement, non. Je ne vais pas en plus donner les bâtons pour me faire battre, quoi. Donc, il en est hors de question. Donc, et en inspirant à développer le B2B, je ne dirais pas toutes les grandes lignes parce qu'il y a ce que j'appelle toujours des piques-assiettes qui il y en a tout le temps. Il y en a toujours des piques-assiettes qui n'attendent que ça, cet élément qui va permettre d'injecter dans le leur pour prospérer. Donc, sans se faire chier à réfléchir, par exemple. Et ça me dérange beaucoup. Non, mais je comprends. Et là, du coup, donc on va pas rentrer dans tes prochains projets perso. Oui. Professionnel, ouais. Et du coup, ta vie, ça se passe comment à Lisbonne aujourd'hui? T'es maman d'un petit garçon. C'est un beau gosse, mon fils, ça. J'en doutais pas. C'est un grand beau gosse. Ouais, la vie, elle se passe bien.
La vie, elle se passe bien. En venant ici aussi, ayant connu beaucoup d'adversités dans les fonctions que j'ai pu embrasser à Paris, je cherche aussi une paix intérieure. Merci la vie, merci la nature, cette paix, je l'ai trouvée. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Bon, le Covid a un peu bousculé tout le monde sur nos codes de vie, mais bon, j'ai pas attendu qu'il y ait le Covid pour avoir une remise en question, pour me laver les mains, par exemple. Donc voilà, c'était plutôt une continuité. Ah, toi aussi, tu le faisais avant, oui, voilà, avant que ce moi soit la aussi, mode. exactement, avant que ça devienne une vrai. grande mode. Je me lavais déjà les mains, je me remettais en question si j'avais offensé quelqu'un. La vie se passe bien parce que je suis quelqu'un de très focus, hein, et de façon, c'est très difficile de me déstabiliser quand même. Pour me désaxer de mes objectifs, il faut véritablement être inspirant et exemplaire, avoir une personnalité très originale, quoi, parce que j'aime l'originalité, vraiment. Donc je suis venue pour un objectif bien précis. Je me suis fixé 5 ans à Lisbonne, tant sur les acquis linguistiques, le bien-être que je venais chercher, la stabilité aussi. Et tant que je n'atteins pas, j'ai déjà gravi des belles, comment on dit déjà, des échelons. des échelons, voilà, sur les objectifs que je m'étais fixés tant personnels que professionnels, et je tiens véritablement à les réaliser complètement. C'est important pour moi. Pour moi, la vie, elle est vraiment précieuse. Je n'aime pas faire perdre du temps aux gens, je déteste qu'on me fasse perdre le mien. On se lève tous les matins, moi je me lève le matin, j'ai beaucoup de gratitude. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que lorsqu'on se lève le matin, il y a 1 million de personnes qui ne se lèveront pas pour continuer à écrire leur histoire. Donc je ne vois pas pourquoi je gaspillerais mon temps à médire des gens dans des jardins publics comme je peux percevoir très souvent ici, et tu vas pas me démentir. Hein, ah non, non, mais voilà. il faut, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, c'est moi je le vois, que ce soit sur le plan perso, sur le plan pro, c'est qu'à un moment donné, tu cherches à comprendre. Oui, complètement. Moi, c'est horrible. Ouais. Quelle que soit la personne que il faut que je comprenne. Ouais. Mais son comportement, mais des fois, c'est on me dit, j'ai un de mes meilleurs potes qui me dit, acte le fait que tu ne peux rien faire. Ouais. Je me dis, c'est hyper compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Mais c'est un mode de fonctionnement que j'ai pas. Bien sûr. Donc là, c'est un truc que j'essaye d'intégrer petit à petit au quotidien. Donc bien sûr, il y a de la gratitude. J'en parlais, j'ai enregistré hier avec Olivier qui est en Afrique du Sud, qui me disait, mais il a une vie extraordinaire. Ouais, c'est un type qui a une vie extraordinaire. Donc c'est un type qui est né en France. Et il a une vie extraordinaire. Ouais. Il a fait tout ce qu'il a voulu faire. Il a rencontré une femme exceptionnelle. Et aujourd'hui, ils vivent tous les deux en Afrique du Sud. Il dit, mais quand je quitte l'Afrique du Sud et que je rentre en France, Ouais. il fait j'ai du mal. Ouais. Il fait en fait, et je vois la vie par les yeux de mon fils qui a fait à 6 ans. Il me disait, mais papa, pourquoi les gens ont tous des voitures en France? Pourquoi les gens achètent les courses? Oui, il y avait des interrogations et déjà. pourquoi il y a de la nourriture dans les rayons? Ouais. Et pourquoi les gens ne sont pas pauvres? Oui, parce qu'il a eu des comparaisons qui étaient tout autres. Il fait, moi je l'ai pas vu, et en fait, c'est en écoutant mon gamin parler, il fait, tu commences à relativiser. Il fait, en fait, et plus tu relativises, et plus tu prends de la distance. Bien sûr. Et moins tu arrives à comprendre le type qui râle à côté de toi. Il fait, du coup, tu sais, ça te rend dans une espèce de spirale. Ouais, complètement. Tu essaies de comprendre, mais il faut que tu prennes la distance, mais tu essaies de lui expliquer qu'il y a pire ailleurs, qu'il y a mieux ailleurs. Il fait, mais tu... Et à la fin, je me rappelle, il fait, non, je peux plus, en fait. Et le fait d'en discuter, on a traversé la même chose. J'ai vécu au Maroc, j'ai vu une pauvreté au Maroc. Bien sûr. Même ici, il y a une pauvreté aussi. Je dis aux gens, tu ne peux même pas imaginer, moi, quand quelqu'un en France, moi je gagne pas beaucoup, je suis pauvre, mais ça me met dans une colère noire. Et c'est aussi cette moquerie maintenant qu'on a. En fait, moi, ce qui me tue, donc quand je disais, voilà, si on peut vous sauter dessus à pieds joints, à 5, en zone à cœur joie, c'est devenu un mindset courant de la prétention d'être. Mais complètement. Vraiment. Quelqu'un n'a pas les moyens. Elle n'a pas d'argent, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Est-ce que c'est une tare de ne pas avoir d'argent? On ne connaît pas la vie de cet individu. Ça se trouve, tout l'argent qu'elle gagne, c'est pour nourrir sa famille dans un autre pays. Ça se trouve, c'est pour se sortir d'un homme peut-être pervers narcissique. On ne connaît pas la vie des gens, mais par contre, ils se réunissent tous autour de la vie des autres pour déblatérer. Ah, mais ça, c'est... Et moi, c'est ça qui m'a le plus dérouté ici. Moi qui suis issue d'une capitale incognito, même de ma petite campagne normande, on s'intéressait même pas plus que ça aux autres s'il n'y avait pas des fêtes de village. Non, mais après, moi, c'est un parti pris que j'ai toujours. C'est qu'en fait, je parais très volubile. Oui. En fait, je me rends compte que les gens savent peu de choses sur moi. Mais bien évidemment. Et c'est un bonheur. Mais bien évidemment que c'est un bonheur. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un article sur le petit journal à Lisbonne
Et j'ai un pote qui m'envoie un texte. L'article, je pense qu'il doit sortir à 7h30 le matin. Et j'ai reçu un texto, mais genre à 8h. Ah, il me fait ah bon, même je savais pas tout ça. Ben, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est déjà publié de toute façon. C'est un super pote. Oui, Ouais, oui. Aujourd'hui, c'est un super pote. Ouais, C'est quelqu'un avec qui au sein du réseau, au sein de l'asso entreprendre.pt, Ouais. on bosse ensemble Bien sûr. sur les matinales. Il me fait, mais je savais pas. C'est parfait. Mais très bien, parce que je pense que voilà, il faut être ici, on apprend aussi à être pudique aussi sur sa vie. Bon, Bien hormis sûr. ceux qui ont des choses à prouver, voilà, moi j'ai rien à prouver, j'ai juste des jolies histoires à raconter. Vraiment, j'ai rien à prouver ou à montrer. Mais c'est ça, mais même quand tu racontes, c'est le fait de ne pas le faire, ça devient un exercice intellectuel terrible. Mais c'est bien Cyril ancrage. m'a demandé 5 faits marquants sur ma vie, Vie, ouais. mais j'ai mis un week-end pour lui répondre. Pondre, ouais. Ouais. Mais je sais pas ce qui intéresse les gens. Oui, je vois, oui. Je pense pas être une star mondialement Ouais, connue. ouais. Je sais pas ce qui va intéresser les gens. J'en discutais avec une amie. Elle me dit mais message. Je fais non, c'est perso. Ouais, Non, ouais. c'est perso. Non, c'est perso. Elle me dit mais c'est public. Oui, parce qu'il y a- Je fais, ouais, mais oui. je fais mais entre guillemets, c'est redevenu perso. Les gens l'ont Bien oublié. sûr, parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Hein, voyons. Tu sais pas. Il y a de la bienveillance, mais c'est pas le critère C'est pas ce qui arrive en premier. C'est pas ce qui arrive en premier. Et dans Voilà. l'entrepreneuriat, il y a un truc qui est terrible, c'est on est passé par l'époque, ce que disait Oussama Hamar. Il fait lorsque je dis je suis entrepreneur, ah c'est bien le chômage. Ouais. Il fait mais quand tu deviens entrepreneur et que tu as 19 salariés, ah du coup ça se passe comment? Il fait mais 6 mois avant le type te traitait de chômeur en fait, Oui, pas assumé. complètement, bien sûr, et qu'il y a un mépris, un rejet et un C'est mépris ça. social. Dans l'entrepreneuriat, mais comment dire, t'as vu Cyril, machin, mais on avance, mais à couvert, mais Mais ça forme. En revanche, Voilà. c'est très formateur. Hein. Vraiment, c'est une expérience hyper formatrice. Et en plus, le vivant dans un pays où économiquement, on est quand même sur des taux variables. En cours, ça va être stable 2 ans, et puis trop la 3e année, ça va être après, ça va être la roulette russe. Et moi, je vu que je suis une challengeuse. Moi, c'est vraiment c'est un excitant pour moi. totalement. C'est voilà voilà, c'est où est-ce qu'il faut aller, etc. Mais en restant toujours dans l'humilité des objectifs que je me suis fixés. J'ai la chance en quittant Paris d'avoir des vrais amis. Vraiment, j'ai des vrais amis. Je pense que inconsciemment, l'amour de mes amis m'ont nourri à distance. Le fait qu'ils croient en moi, le fait, je me sentais, j'étais pas pressée en fait de rencontrer des gens si ça ne relevait pas d'un intérêt professionnel. Après, il y a ces feelings qui se créent naturellement, que j'appelle des rencontres karmiques. Bon, on vient tous ici avec un objectif de vie, le cadre est quand même cool, oui, ok, le point négatif, c'est des opportunités de business quand on sort du cadre salarial. Tout à fait. Mais à côté de ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec le côté où c'est pas une ville incognito. C'est tout le monde se mêle un peu trop de tout. De tout. C'est une petite capitale. Complètement, c'est une petite capitale. Non, mais ce que tu dis, c'est une capitale à taille humaine. Ah, ouais, clairement. Il y a tout ce que tu rêves d'avoir dans une capitale, Ouais. c'est l'accès à tout. C'est ça. Et il y a le petit côté, ouais, mais c'est petit. C'est petit, ça manque d'intimité. Parfois, ouais. Ah, ça manque d'intimité, vraiment, on se mêle un peu trop. Bon, moi, j'ai souffert de ça parce que c'était nouveau, vous voyez. Tu vois, donc aujourd'hui, je m'en fous, hein, parce que j'irais même trouver un petit surnom à ces personnes qui passent leur temps à s'occuper de la vie des Ah autres. non, mais aujourd'hui, je pense après, tu reprends tes mécanismes de pilotage automatique, je suis dans complètement. une capitale. Complètement. Donc je vis ma vie, je reste sur mes priorités. J'ai la chance d'être bien entourée, voilà, d'hommes et de femmes smart, avec lesquels il y a un enrichissement culturel, avec lesquels je retrouve des gens bien disposés, tout simplement, en fait, quoi, des gens bien disposés qui n'ont rien à prouver, rien à montrer. Et au final, quand on prend du recul, je constate que ceux qui ont à montrer, outre leur ego, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en On eux. revient au vernis. Voilà. Quand on a confiance en soi, on a rien à prouver. Hein. On vit pour ce qu'on est et non pour ce qu'on a. On ne dénature pas sa personnalité pour appartenir à un groupe, hein, où on ne va pas se présenter dès qu'un nouveau commerce s'ouvre. Ça, c'est le grand truc, ça. Je vais aller me présenter. Mais tu es qui, en fait? Je pense que ce nouvel arrivé, Il est venu que pour toi. il n'est pas venu pour toi. Il ne t'attend même pas, en fait. Mais ils vont se présenter, une façon peut-être d'appeler les nouveaux arrivés à Lisbonne. Pour placer soit des bonnes opportunités, soit leur tas de merde aussi, hein, parce que si on peut t'escroquer à Lisbonne, on s'en donne aussi à cœur joint. Hein. On a des discours, je connais tout le monde, si tu as besoin, je vais t'aider. Et au final, quand tu appelles, il n'y a plus personne. Enfin, quand tu as besoin de rien, tu les appelles, quoi. C'est ça, c'est Coluche qui disait
Mon père a écrit un courrier à l'administration, on lui a répondu « Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. » Excellent. On vous dira comment vous en passez. Et c'est vraiment ça. Et lorsqu'on a une culture, on a vécu, parce que j'ai eu la chance de vivre, donc et je suis vraiment spontanée. Voilà, une copine à côté de moi m'aurait dit « Ah non, Steph, faut surtout pas dire ça. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues. » J'ai dit, écoute, tu penses véritablement qu'avec mon parcours de vie, on a tous nos parcours de vie avec des drames ou pas, et lorsqu'on a connu des drames et qu'on a su se relever, tu penses véritablement que c'est la vie, je dis un prénom comme ça, de Marie, qui va impacter sur ma personne? Mais je ne l'entends même pas, en fait, et parle à Casper, quoi. Mais véritablement, je veux dire, non, parce qu'on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Exactement. Et moi, en créant ce projet, je voulais m'acheter ma tranquillité. Je me suis acheté ma tranquillité. Et ça, c'est top de pouvoir gagner de l'argent dans l'amour, dans la paix et la bonne humeur. Mais complètement. Mais vraiment. Parce que moi, j'adore le digital, du coup. J'ai mes abonnés. Bienvenue Voilà, j'ai mes clients en live, dans le digital. Quand je fais du présentiel, bah, c'est des gens qui sont déjà venus à d'autres capsules, qui sont contents de me retrouver, qui ont été des bons ambassadeurs de façon indirecte, en disant « Ah, tu connais pas Stéphanie, elle a tel concept store, tu devrais venir découvrir, ce sont des pièces uniques, elle a exposé tel artiste peintre, vraiment c'est très cool, on rencontre des gens intéressants. » Et du coup, on se retrouve entre gens cool, bien disposés et voulant aider l'autre de façon bienveillante et spontanée, sans jugement quelconque. Demain, tu pèses des millions, je suis très heureux pour toi en fait. Mais je ne vais pas te jalouser parce que tu as acheté toute la côte Costa Caparica ou 2 buildings. Les gens se présentent comme ça ici quand même. Bah moi j'ai acheté ça. Bah, moi j'ai répondu qu'est-ce que tu n'as pas acheté, ça ira plus vite pour moi. Peut-être pour... Tu sais, c'est la blague, comment dire, c'est la blague des 3 mamans qui dit « Ah, mon fils va acheter ça » et l'autre qui lui dit « Non mais moi mon fils va acheter ça et ça » et la troisième qui dit « Mais qui a dit que mon fils voulait vendre ?» Exactement, c'est ça. Autant à Paris, on a cette identité aussi. On te demande ton nom, mais tu habites où? Ah, c'est clair que si tu es dans le bon quartier, peut-être c'est pour ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Hein. Et ici, mais tu fais quoi exactement? On veut savoir déjà, est-ce que tu es rentier? Est-ce que tu es jeune cadre investisseur? Est-ce que tu es jeune cadre dynamique? Est-ce que tu es dans quel secteur d'activité? Après, malheureusement, c'est vrai que ce qui fait moi, j'avais clairement dit, j'ai eu peur qu'à un moment donné, Lisbonne devienne un peu Barcelone. C'est-à-dire le lieu de la fête et que ça passe que par ça. Ouais. Et qu'on oublie en fait tout l'aspect culturel de Lisbonne et l'histoire du Portugal. Mais ça m'a réellement fait peur. Et à un moment, on m'a dit non, il faut que les jeunes s'éclatent. Je dis pas le contraire. Ouais. Je dis mais j'ai peur que ça devienne comme ça. J'ai aussi peur que ça devienne une espèce de maison de retraite à ciel ouvert. Complètement. Et j'ai peur que ça devienne un peu trop l'extrême. Un cluster d'investisseurs qui achètent, ferment et partent. Ouais. Mais moi, j'ai eu peur plutôt que ça devienne quand les débuts du Maroc, tu vois. Parce que les débuts du Maroc, c'était un peu ça. Le français, que ce soit un français noir, blanc ou arabe, le français de façon générale arrive de façon colonisateur, d'entrée de jeu avec une prétention. Je n'apprends pas la langue, j'exige d'eux. Ah, mais tu l'as encore ici. Et moi, je trouve que c'est plutôt cette approche. Il suffit de voir les réseaux sociaux, la méchanceté qu'il peut avoir. C'est bien. Moi, je regarde de loin. Je n'ai même pas envie de mettre un commentaire. Hein. Je trouve un peu. Moi, ça me rappelle plutôt les débuts du Maroc, quand les gens découvraient le Maroc avec les opportunités qu'ils pouvaient avoir. C'était quand même beaucoup de personnes très imbuvables, hein, très condescendants. J'ai une anecdote comme ça où, ok, il avait beaucoup d'argent. On est dans un pays musulman quand même. Moi, je pars du principe qu'il faut respecter le pays où on se trouve. On reproche ça aux enfants d'immigrés chez nous en France. Pourquoi on se comporte différemment à l'étranger? Et cette jeune femme, c'était en plein ramadan, elle a fait savoir qu'elle ne pouvait pas servir d'alcool. Le mec l'a prise au, si tu ne me sers pas de l'alcool, tu es viré. Et j'ai assisté à ce genre de choses. J'ai été au Maroc. Voilà, qui m'ont très clairement débecté. Voilà, qui m'ont débecté. Moi, en tant que française de 3e génération, ça surprend toujours ton nom de famille. Mais après, c'est un mindset. Après, c'est un mindset. On a une chance qui est juste folle, c'est d'être né avec cette double culture. Oui. Oh, ouais. Cette double culture. Hier, on a rencontré un type, un Français, qui est adorable. Bien sûr, oui, parce qu'il y en a plein d'adorables. Stéphanie les appelle les planqués. Et j'ai bien aimé. Et c'est un type on l'a rencontré avec Cyril à travers l'un des forums qu'on fait avec l'asso Entreprendre. D'accord. Et à la fin du premier forum, qui m'envoie un message, je fais Ali, voici mes coordonnées, on se contacte. Ouais. Et quelques jours après, je dis ça serait bien qu'on se rencontre. Ah, il fait ok, on se rencontre cet après-midi à Lisbonne. Je dis non, je suis pas encore à Lisbonne. Et là, je suis arrivé lundi, je suis arrivé, j'ai envoyé un message. Et puis on discutait, mais il est français,
né en France. Son père est arrivé au Portugal, mais dans les années 70. Bien sûr. Puis ils sont rentrés en France dans les années 80, puis il est revenu en début des années 90. Il se reconnaîtra. Il se reprend en 80, Voilà, exactement, il est revenu. Et il dit, j'ai 2 enfants, il y en a un qui est en France, l'autre qui est ici. Il fait, mais la première chose que je leur ai dit, mais en gros, c'est barrez-vous. Oui. Il fait, allez apprendre. Oui, c'est important. Allez gagner de l'argent. Ouais. Il fait, après, mais revenez, il n'y a pas de souci. Il fait, mais barrez-vous. Ouais. Oui, parce que ça va être une expérience différente. Hein. Donc, regarde, quand je vois mon fils Raphaël, ça aussi, en fait, moi, j'ai cumulé malheureusement des gens. J'ai l'habitude, moi, des gens très intellectuellement parlant, intéressants. Et dès que ça devient trop creux et axé sur des trucs. J'arrive pas à durer longtemps dans la conversation, donc on va penser que je suis prétentieuse alors que non, quoi. Je prends un exemple con avec mon fils. Hein. Je décide volontairement que mon fils soit dans un cursus portugais parce que j'estime que par sa culture, son métissage de sang et de religion, c'est un enfant du monde. Et il est prédisposé et qu'il est prédisposé à embrasser ce multiculturalisme, hein, tu vois. Et je fais aussi ça, pourquoi ? Parce que par mon cursus scolaire, en tant que femme française noire, je ne me suis pas retrouvée dans l'histoire française, en dehors du fait que nous étions toujours réduits à l'esclavage par le biais de nos ancêtres, ce qui a constitué notre histoire. Hein. Donc, on ne nous a jamais dit que c'était un noir qui avait créé les feux tricolores, par exemple. Voilà, il y a tout ça qui se décante progressivement. Il a la télécommande. Voilà, c'est souvent des trucs très réducteurs. Mais t'es arrivé comment ici, en bateau ? Non, je suis pas arrivé en bateau. J'ai pris un truc. Voilà, donc voilà. Et ça, je ne voulais surtout pas que mon enfant, qui est métisse, soit dans cette perception. Et en arrivant ici, je l'ai mis donc spontanément dans une école portugaise pour son intégration linguistique, son intégration culturelle. Mais à chaque fois que je croisais une maman française, ah, t'es au lycée français hein. Je lui dis, bah non, il est dans une école portugaise. Enfin, le niveau portugais quand même. Donc moi, je rétorquais en disant, bah, dites-moi-en sur le niveau portugais, parce que moi, j'ai eu un organisme de formation professionnelle. Donc la partie de l'enseignement, je sais quand même encore. Et puis, c'est mon choix, en fait, hein, pour ne pas lui dire, je t'emmerde cordialement. Donc, et je me sentais agressée par cette condescendance. Elle est dans une école portugaise. Hein, ce mépris des Portugais, tout en appréciant la qualité de vie au Portugal. En fait, ils produisent le même rejet sociétal qu'ils font avec des enfants d'immigrés de 3, 4 générations sur le sol français et qui sont français avant tout. Et après, c'est ce qui fait, je pense aussi, ça crée un climat qui fait qu'on est l'un des pays à produire le plus, on va utiliser le terme expatrié pour globaliser la chose. Voilà, complètement. Qui produit le plus d'expatriés au monde. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça en plus. En France, on est les premiers producteurs d'expatriés. Complètement. Alors que si seulement on laissait, mais ne serait-ce que sur l'entrepreneuriat, mais on en discute à chaque fois, au Portugal, tu montes une boîte en 1 heure. Oui, c'est mon français un peu plus. Voilà, c'est à Londres. Ça peut prendre 30, 45 minutes. Complètement. C'est ce qui fait, en fait, personnellement, à mon niveau, je pense que c'est ce qui fait que les gens restent pour entreprendre en Angleterre, au Portugal. Oui, bien sûr. Et lorsque le climat devient un peu trop compliqué au niveau administratif, c'est que sur l'aspect administratif en France, et les gens partent. Et c'est dommage. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux à l'étranger. C'est une tristesse. Complètement, parce que le savoir-faire... Moi, je rencontre des Français installés à l'étranger. Et je mets la dizaine de personnes que j'ai interviewées, mais tu crées une boîte, tu les mets les 10 dans la même boîte en France. Ils explosent la boîte parce que le français a un vrai savoir-faire dans le business, etc. On l'a peut-être pas dans le savoir-être, on a notre ancrage aussi culturel. Mais effectivement, je te rejoins, c'est dommage que ce savoir-faire bénéficie à une autre économie et pas la nôtre. Et que chez nous, on est en train d'appuyer sur les mêmes boutons émotionnels. Ayez peur, ne quittez pas vos emplois, vous allez vous trouver dans la merde. Il y a le Covid, et il y a les attentats. Et vous... Non. Oh là là, c'est ce que je dis. Sur le digital, on nous appelait les bullshit jobs. Oui. J'assume entièrement. Complètement. Par contre, en 2020, si le digital n'existait pas, où serions-nous ? On aurait fait comment ? Complètement. Où serions-nous ? On aurait fait comment ? Alors moi, j'adorerais avoir une réponse. Ouais. Mais vraiment, c'est que j'ai attaqué cette question sous l'angle. 1, qu'est-ce qu'on en aurait fait ? Bien sûr. Et 2, j'assume, mais entièrement, qu'on est pollué, mais comme des dingues à cause du digital en 2020. Oui, complètement. Ça a été le prix à payer. C'est horrible, ça a été le prix à payer. Et ce qui est drôle, ou pas, c'est qu'on l'a tous assumé. Bien sûr. Toutes les boîtes de toutes les boîtes de communication digitale, à un moment donné, on a évoqué ça. Oui. On a évoqué que les data centers
eh ben, c'était l'enfer en termes d'écologie. Bien évidemment. Que les data centers, les clouds, que c'était une horreur. Oui, après maintenant tout ça va évoluer progressivement, mais on l'a dit. On l'a dit, oui. En fait, on connaissait notre impact sur la société. Bien sûr. Mais on connaissait en fait, on reconnaissait l'impact négatif qu'on avait. Complètement. Sans nous, c'est un lockdown économique complet, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on va aller dans un nouveau, j'ai envie, un nouveau renouveau, voilà, parce que ça ne sera plus comme avant, avec cette pandémie. Universelle, les codes qui changent, nos codes de vie et plein de choses en fait. Et on fait tout différemment. J'en discutais avec un avocat ici. Mais s'il y a 1 an et demi, on nous aurait dit on va se faire livrer un gastro à 80 € par Uber Eats. Non, c'était pas possible. Il a explosé. Jamais de la vie, j'aurais mis 80 mais €. Complètement, on est d'accord. Dans un repas livré par Uber Eats. Et maintenant. Il y a de temps en temps. Oui, on est tenté justement. De temps en temps, on se fait plaisir. Complètement, oui. Voilà, tout a changé. Le digital a fait changer le monde il y a déjà quelques années. Il y a quelques années, parce qu'on en parlait déjà dans les 2015, ça commençait vraiment à devenir un ancrage, parce que moi j'ai mon organisme de formation et on parlait déjà de digitalisation, de dématérialisation et que là clairement ce qui va se passer, ce qu'on ne dit pas au peuple, puisque j'appelle nos dirigeants, ils ne nous disent pas, toute l'économie va être digitalisée. C'est où tu as un business innovateur, que ce soit dans le cadre salarial ou entrepreneurial, positionne-toi now. Parce que le retour à la normale, 2024, mon gars, c'est pas tout de suite. Non, mais il y a des gens qui te disent, mais le digital, alors, c'est une phrase que j'entends encore aujourd'hui. Le digital, c'est l'avenir. T'as 20 ans de retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que j'allais dire. Même ici, on voit qu'ils sont très évolués. Par contre, les bornes là, multibanco. C'est du génie. C'est du génie. Moi, autant il y a un côté désuet. Ouais. On va pas se mentir, il y a un côté désuet. D'une rue à une autre, ça paraît quand même la cour des miracles. Même au niveau de la perception de certaines choses, il y a eu parfois une petite villageoiserie, et puis à côté, tu as le digital où ils sont... mais comment dire, c'est que tu rentres quelque part, tu donnes ton NIF, le type, il te ressort tout. Mais complètement. Tu vas apprendre des trucs sur toi. C'est vrai. J'étais là, moi. Complètement, vraiment. Non, mais le NIF, c'est une vraie traçabilité. C'est du génie. Moi, je lui donne même plus, quoi. C'est trop, tu vois. Je fais les courses, NIF. Bonjour. Bonjour, le NIF, por favor. Non. Non, ça va aller. Tu regardes tes courses, mais ça, j'assume pas. C'est clair. En plus, le système est bien fait parce que si tu n'as pas gagné assez, il te redonne de l'argent. Mais si tu as gagné trop, tu vas payer par contre. Ah oui. Tu vas bien payer. Non, mais le NIF, ça dépend si tu assumes ou pas ce que tu achètes. C'est ça. Donc, non, en tout cas, ça reste quand même une. Non, c'est une belle vie. C'est une belle vie, une belle expérience. Et comme on m'a posé la question récemment d'ailleurs, est-ce que tu te vois revivre en France? Est-ce que c'est parce que c'est le Portugal que tu es bien comme ça? Je pense qu'en changeant l'intérieur, on change l'extérieur. Parce que l'extérieur est insaisissable, que ce soit Lisbonne, Boston, je dirais pas Paris ou la France, parce que je me vois pas y revivre, très honnêtement. Généralement, c'est la question que je pose pour conclure, mais tu vas toute seule. Non, j'attends que tu vas, parce que j'allais revenir sur le fait que j'ai dit que je me sentirais bien partout. On peut se sentir bien partout. Mais je pense après c'est des conseils. C'est un conseil si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui va entreprendre, faut essayer, quoi. Oui, s'il y avait un conseil à donner... Faut essayer, il n'y a pas... Mais... Moi, je dirais fonce. Fonce, vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. Casse-toi la gueule le plus possible. Le plus possible et le plus tôt possible. Vraiment. N'écoute pas le voisin, n'écoute pas ta mère, n'écoute pas ton mec. Fonce. Ça réussit, tant mieux. Ça ne réussit pas, quoi qu'il en soit, tu apprendras de cette expérience. Et quand tu apprends ta leçon, la vie, elle ne te la répète pas. Laisse ton ego de côté, parce que dans le business, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de petits sous. Voilà, sois honnête et sincère dans ce que tu fais. Moi, je sais que je mets beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité dans ce que je mets au quotidien. C'est le maximum de valeur, et puis après, ça passe ou ça passe pas. Et il faut foncer, il faut pas... Si on commence à avoir peur, c'est comme avoir un enfant. T'as vu des gens, c'est pas le moment, financièrement, je suis pas stable, c'est pas le moment. Et j'ai connu beaucoup de femmes qui ont tellement attendu qu'elles arrivent à 40 ans passés, elles vont pleurer, et elles vont le toper, elles te disent, t'as de la chance, t'as un enfant. Non, mais attends, chérie. Non, pas de la chance. Effectivement, c'est une bénédiction d'avoir un enfant, mais j'ai fait aussi le choix de garder mon enfant qu'on m'a appris ces nouvelles. Je ne regrette pas mon choix. Voilà, donc il ne faut pas attendre, il ne faut pas procrastiner ce qu'on peut faire. Il y a un acolyte à Lisbonne maintenant. Voilà, exactement, complètement. Il n'y a pas de bon moment en fait pour faire les choses. Il faut le faire, c'est tout. Il faut le faire. Bien sûr. Il faut le faire, foncer. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Si on se moque, c'est pas grave. Parce que ceux qui se moquent en général. Il y a
Si je retrouve cette histoire, je la mettrai en lien dans le podcast. Ouais, Sur Facebook, tu avais une application d'accord. qui s'appelait Draw Something. Ça me dit quelque chose. Le type qui a lancé ça, son histoire est dingue. Il va investir, et en fait, il fait une levée de fonds, mais vraiment, c'est de la love money autour de l'un de ses potes, et son pote lui donne 10 000 $. D'accord. Il plante son projet. Il se fâchait avec son pote. Son pote lui dit 10 000 de plus. Ça plante 3, 4, 4, 5, 5, 6 6 fois. Donc il lui donne 60 000 $. Ouais, Ça plante. Et à un moment, il lui donne 10 000 $ supplémentaires. Et il était persuadé qu'il allait réussir. bien sûr. Il savait pas comment, pardon, mais il s'était persuadé qu'il allait réussir. Arrivé à la 7e fois, il crée Draw Something, cette application qu'il fait intégrer. Donc comment dire qu'il intègre aux différents stores. L'application donc lui a coûté 10 000 $. Ouais. A été rachetée par Facebook Non. dans l'année. Et aujourd'hui, le type qui raconte l'histoire, c'est le type qui a investi 70 000 $, dont 60 000 dans le vide. Et ben c'est ça qui est magnifique. Et il leur dit, mais vous ne savez même pas le retour sur investissement. Bien évidemment, le retour sur un... C'est ça que de les gens l'exit. Complètement. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Quand on croit en quelque chose, ce serait trop facile. Il n'y a pas d'argent facile, vraiment. Si on gagnerait les choses facilement, la longévité aussi serait tout aussi courte, j'ai envie de dire. On se brûlerait les ailes. On se brûlerait les ailes. Derrière chaque grosse souffrance, il y a un gros bonheur après. Et après avoir créé 2 structures auparavant, parce que je n'ai pas eu l'organisme de formation, mais j'étais auto-entrepreneur, des conférences. Je fais plein de choses pour mon jeune âge et je me remercie tous les jours la vie de m'avoir rendue assez folle pour oser faire. Et ce projet Love 3317 exprime véritablement la femme que je suis, tant sur la créativité et sur sa gestion. Et surtout, quand on croit un truc, on se casse la gueule, ok, c'est pas grave, on réinjecte de l'argent, parce que oui, on a fait un mauvais ajustement de business, on avance et on continue à avancer, et il faut avancer. Moi, je suis devenue une grande endurante maintenant. Au contraire, maintenant, quand on me dit, tiens, il y a un nouveau challenge, je suis déjà prêt sur la ligne, tu vois, je suis prêt à démarrer. Non, mais après, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est une course, oui. Mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait l'ego. Le problème des gens, c'est l'ego, parce que les premières structures, on voit le résultat, alors qu'il faut se concentrer sur l'action qu'on est en train de poser pour maximiser la visibilité et la viabilité du projet qu'on porte. Moi, par exemple, par rapport à Loft, je ne suis pas en train de me dire « Ah oui, je me voyais pas faire ce podcast, par exemple. Je m'imagine dans tel magazine ou quoi que ce soit. » Parce que des magazines, j'ai refusé, parce que c'était pas la priorité de parler de moi, je m'en foutais, je voulais déjà apprendre de ce que j'étais en train de faire. Je suis autodidacte dans la partie stylistique, je suis autodidacte dans l'art, hein. Je suis autodidacte dans le grammage des tissus, la connaissance des matières. Et parce que j'ai travaillé dans la mode, mais dans la partie managérielle, pas dans le sourcing. Le sourcing, je l'ai embrassé très brièvement lors d'un CDD de 6 mois. Donc, en repensant à tout ce parcours professionnel, j'essaie de recoller les morceaux du puzzle, de la théorie que j'avais apprise à l'école, de la pratique que j'ai pu expérimenter dans les pays où je me trouvais, ou les capitales, pour le joindre à ce projet. Et ça ne m'empêche pas de travailler en tant qu'auto-entrepreneur indépendant sur la sous-traitance de d'autres entreprises, parce que de travailler toujours en entreprise permet aussi d'apporter valeur ajoutée au projet que je porte, quoi. Donc, et surtout, tu n'es pas déconnecté de ce qui se passe. De la réalité. Oui, parce que l'écosystème est en perpétuelle évolution. Donc, et ça, il n'y a pas d'ego, vraiment. Je voulais surtout me débarrasser. Parce qu'il y a toujours cette phrase, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un ou que tu es piqué dans ton ego, tu sais pas qui je suis, moi. Alors que quand on sait qu'on va tous crever, en fait, on a un point commun tous ensemble, c'est qu'on va... T'es un mort en sursis. Ouais, voilà, t'es en mort sursis, comme tu dis, vraiment. Il n'y en a aucun qui va ressortir en vie. Je connais aucun qui va sortir en vie de cette vie. Aucun. Donc quand tu sais ça, ton ego, tu le fous bien loin. Si on se moque de ton projet, c'est pas grave, parce qu'après tout, c'est pas eux qui ont les grandes lignes de ton projet. Et quand on avance sans ego dans le cadre d'un business et qu'on gagne en humilité, c'est là où on attracte le plus de belles et bonnes choses, quoi. Ah, mais c'est vraiment. Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à ça, mais pour dire, en voyant passer une info, une critique, machin, et on m'a dit, mais tu vas répondre quoi? J'ai pris une dizaine de jours pour répondre, histoire de marquer le fait que... Ouais, j'ai pas envie de répondre immédiatement. Voilà. Et après, après c'est humain, après il y a une réflexion qui est venue en tête, je me rappelle, j'ai envoyé par texto. On se pose à table. Et si elle a fait un tiers de ce que j'ai fait? Ouais. Ok, je l'écoute. Mais clairement. Le problème, c'est que je sais ce qu'elle a fait. Oui, ça va être compliqué. Ça va être hyper compliqué de démonter mon projet.
Ah, et c'est une personne qui n'hésite pas à t'envoyer une pique par mail à 23h. Oui, il y en a, c'est... Mais on se connaît pas. Ouais. Quand je dis, il y a des gens qui doutent de rien. Hein. Ah, Il y a des gens qui ont un aplomb terrible. Hein, donc, Mais à aucun moment, je vais envoyer un mail à quelqu'un à 23h en mettant en copie le mail que j'avais déjà envoyé à l'une des personnes qui connaît. En mode, regarde, je suis venu, j'ai appuyé, mais il n'y a pas eu de réaction, donc je reviens. Oui, mais quand tu parles de ce truc-là, mais quand tu regardes même dans ton tu as des clients. Tu as des clients qui sont éduqués, sympathiques, d'autres, tu te dis, bon... Et il y en a, moi j'ai été confrontée à deux, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Hein, donc elles ont l'impression d'avoir un droit de vie ou de mort sur ton business. Un truc tout con. Voilà, tu m'achètes cette pièce, si la pièce ne convient pas, on est d'accord, tu vas retourner en boutique pour l'échanger. Est-ce que tu vas emmerder le fondateur à une heure tardive pour justifier du fil qui dépasse et obliger qu'on vienne te le... Ça va quoi, je sais qu'il y a Uber Eats maintenant, mais il n'y a pas Uber Closes encore. Donc, je veux dire. On tient un truc. Non, mais véritablement. Moi, j'ai pensé à l'instant, je te l'ai dit. Parce qu'on parlait de digital. On coupera cette partie au C'est ça. On va ne pas m'inspirer d'eau. C'est ça, pour ne pas m'inspirer d'eau. Et c'est vrai que voilà, il y a ce côté où, oui, le client, j'ai besoin de mes clients, heureusement qu'ils sont là. Mais ces clients qui sont aussi condescendants au côté, ils ont besoin d'avoir... Non, tu te mets pas à ton compte pour qu'on te chie à la gueule, quoi, comme ça, gratuitement. Donc c'est hors de question, en fait. Moi, clairement, je ne tolère plus. Ah, bah moi, je tolère pas du tout, en fait. Je ne tolère plus. C'est au début, tu sais, là, tu essayes de bricoler. Ah, bah tiens, je vais voir un peu comment l'arranger. Après, t'arrives, c'est horrible. Hein. Ouais. Mais, non, il faut pas... Parce qu'on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Je connais aucun entrepreneur qui crée, pour crier. Il crée parce qu'il a soif de sa liberté. Il crée parce qu'il a soif d'apprendre. Il crée parce qu'il y a plein de choses qui l'enivrent dans cette dynamique. Mais les choses qui l'enivrent sont souvent positives parce que soit il s'est senti très différent du cadre dans lequel il a évolué, tant éducatif ou environnemental, ou de son parcours professionnel. Quoi qu'il en soit, son idée, sa volonté de départ est saine et bien. Et lorsqu'on est confronté à la médisance gratuite selon l'hypersensibilité des uns et des autres, on le prend pour soi ou pas du tout. À force aussi de glisser, de se casser la gueule, on devient le roi et la reine de la glisse. Hein, donc, de ce fait, voilà, tous ces éléments aident à forger un caractère, aident à ne pas avancer avec un côté revanchard de la vie. C'est important aussi, je pense. Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, moi, j'avance pas avec moi, j'avance dans la créativité. Parce que dans l'adversité, on épuise ses réserves. Alors que dans la créativité, on est en perpétuelle évolution, vraiment de s'améliorer, en visant l'excellence, parce que la perfection, c'est illusoire. Alors qu'en visant l'excellence, on essaie à chaque instant d'être juste le plus possible. Et de vraiment, moi, c'est mon mindset. C'est pas une généralité, c'est la recette qui marche pour moi aujourd'hui, après avoir essayé l'adversité et plein de choses. C'est énergivore et ça apporte rien. Complètement. Parce que je me suis retrouvé confronté à ça, parce qu'on n'a pas tous le même logiciel dans le crâne pour avancer avec. Mais je disais aux gens, mais en fait, on est concurrents, on n'est pas ennemis. C'est ça. Et les gens n'arrivent pas à le comprendre. Non, les gens n'arrivent pas, parce que c'est l'ego. On n'est pas ennemis. Voilà. Entre tout bête, moi j'ai eu des réflexions. Ah Steph, tu sais, tu devrais canaliser ton énergie. J'ai pas besoin de canaliser mon énergie, j'ai besoin d'occuper mon temps. Ça prend du temps de canaliser l'énergie. Et c'est surtout qu'on est qui pour imposer une perception propre à ses croyances limitantes à un individu qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine. Peut-on avoir la prétention, au bout de 1 an, de 2 ans, de dire que je connais cette femme ? Moi, ça fait 2 ans que je vis ici, 2 ans et 3 mois. Tu perturbes leur fondement, clairement. Et je pense que voilà, c'est pour ça que les gens vont moyennement devront vraiment m'apprécier et je vais les faire rire. Mais je pense vraiment que je perturbe leur fondement. Mais c'est ce que je te dis. Ils n'ont pas l'habitude. On m'a dit que mon parcours était erratique, instable. Tu sais ce que j'ai fait ? Bienvenue dans le club des instables. Alors. Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai comparé mon parcours, mon CV avec celui de la personne qui me l'a dit. Ouais. J'ai fait, quelle que soit la manière dont j'ai fait mon boulot dans la com, j'ai toujours bossé dans la com. Ouais. Plus de 10 ans d'expérience. Je comprends le tien et puis on se pose et on regarde. C'est ça. Je vais te dire, 6 métiers différents. L'expérience la plus longue, ça a dû être 2 ans. Dont 1 an et demi de formation. Et pareil, en fait, la personne était incapable. Complètement. De voir, de se dire, en fait, c'est possible un jour de tout plaquer et de partir.
Et deux, ouais, de commencer en fait à vivre, je vais pas dire vivre sa vie, mais ouais, entreprendre Ah oui, non, mais et tu te casses la gueule, c'est pas grave. Ah non, et puis maintenant, aujourd'hui, avant, c'est des choses qui me peinaient. C'est ma première structure. J'ai vraiment beaucoup souffert de ça. Et aussi dans le business, il faut pas mettre d'affect, hein. Jamais. Business is business. Ah, moi j'arrête. Moi, ma première structure, j'ai tellement mis de l'affect. L'autre qui voulait ceci, je donnais, machin, il te chie à la gueule. Non, T'es ça, j'ai gentil, arrêté. ils seront pas plus productifs. Ça, j'ai arrêté. Moi, business is business. Je vends une prestation de service, tu me donnes mon osette, tu me donnes pas mon osette, tu n'as pas la marchandise. C'est aussi clair que ça. Voilà. Donc, et ça, c'est parce qu'on apprend aussi de nos erreurs, hein. On apprend de nos erreurs et il faut apprendre de ces erreurs pour que la vie ne la répète pas et on est moins perméable au discours extérieur. Limite, quand on nous dit maintenant, tu vas pas y arriver, c'est même excitant. On dit, oh, tu m'aurais dit que j'y serais parvenu. Tu as juste envie de le faire. Vraiment, là, tu m'aurais pour lui inquiété. prouver que tu l'as fait et arrêter. Complètement. Et je ne regrette aucunement, en tout cas, mes choix. J'avais écouté la conférence d'un type qui voulait rentrer à un grand cabinet d'audit. C'est un grand cabinet qui est mondialement connu. Oui. C'est 6 entretiens. Et le type était brillantissime. Oui. Ah, dans son domaine, c'est un type qui venait de la finance. Il a été au premier entretien, il a été reçu au deuxième, au troisième, au quatrième, cinquième, sixième. Et lorsque tu arrives à ce niveau d'entretien, c'est toute la place. C'est ça. Qui est. C'est ça. Tout le monde sait que tu es la future recrue. Bon, en fait, au 6e entretien, il leur a dit merci pour tout, mais en fait, ça m'intéresse pas. Ben, il s'est fait découvrir dans toute la place. Comment tu peux leur faire ça arriver à ce niveau et leur dire non, ça m'intéresse pas, mais c'est juste pour prouver qu'on peut avoir les compétences pour un poste et ne pas être intéressé. Complètement. Et la manière dont il l'a amené, c'est une très belle école. Ah non, je pense que voilà, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, ne pas faire, faut pas prendre. Moi, je prends plus parce que c'est l'âge aussi. Je ne prends plus au premier degré. Je ne prends plus tout court même en fait. La vie de l'autre, si elle n'est pas constructive, s'il n'y a pas de la profondeur, s'il n'y a pas une objectivité. Lié au recul situationnel aussi que la personne peut avoir. Donc voilà, vraiment, et c'est important parce que beaucoup se freinent dans la réalisation de leur projet ou même de leur projet personnel aussi, hein, parce qu'ils veulent plaire à papa, ils veulent plaire à maman, ils veulent plaire aux boyfriends ou à la girlfriend, parce qu'on s'aime pas. Quand on laisse autant des éléments extérieurs dominer notre perception, non, tu peux pas. On s'aime pas, c'est pas possible, on peut pas s'aimer en acceptant autant de choses. Ou des fois vous avez des profils qui vont dire ah non, lui, elle, c'était une perverse narcissique, mais bon, je suis restée 15 ans avec. Non mais attends, t'es maso d'un côté toi aussi, voilà, tu es aussi perverse, ton côté perverse qui a attiré un pervers. Parce que moi, on a tous rencontré des individus douteux, mais moi quand j'ai rencontré des individus douteux, dès que je m'en apercevais, je me cassais. Tu tournes les talons, tu dis ça. Je tourne les talons, je ne veux même pas être amie avec toi. Ah non, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a qui adorent s'auto-flageller. Allez, je me fouette et j'en rajoute une couche, j'ai pas assez souffert. Après, ils aiment se complaire aussi dans leur malheur. Oh là là, la complaisance, c'est-à-dire, je suis bien, je suis malheureux, je suis dans mes malheurs. Je suis comme ça parce que l'autre m'a fait ci, je suis comme ça parce que X m'a fait ça. Alors que on dit souvent, en tout cas moi c'est mon mindset, on nous a fait une colère. 20% de ce qu'on nous a fait subir ne doit pas décider des 80% de la façon dont on va réagir. Si on décide un événement qui est censé être une humeur, bonne ou mauvaise, une humeur, quand elle commence à devenir quelques semaines, ça devient déjà une habitude. Ça passe quelques années, ça devient un trait de caractère. Et là, c'est foutu, hein, les grains nous guettent, la jalousie, la médisance. Il y a plein de gens comme ça. Ah, je suis comme ça parce que, ils vont te dire, t'as de la chance. Mais si tu te complais dans ton malheur, tu vas attirer que des gens malheureux, que des blessés de l'âme, des gens mal intentionnés. Mais quand tu expérimentes effectivement avec des individus douteux, que tu prends conscience que les fondamentaux ne sont pas là, qu'il n'y a pas quelque chose de sain, retire-toi de la partie, n'aie pas peur d'avancer seul. On l'apprend en entreprenant. Ah oui, vraiment. Et moi, j'ai pas peur d'être seule. Au contraire, si je suis avec quelqu'un, c'est parce qu'il faut que cette personne m'éclate plus que je m'éclate avec moi-même, en fait. Ah non, autrement, c'est même pas la peine. Non, mais après, c'est les traits de caractère que tu retrouves chez les entrepreneurs. Et puis après, c'est comme partout. Si le monde était fait uniquement d'entrepreneurs,
Ouais, on peut mais pas on faire. serait dans un monde, mais ce serait un asile Des psychiatrique. trucs, je pense aussi, parce qu'on serait tout le temps en train C'est un monde de fou, c'est Ouais, pas ouais, possible. ouais, Non, mais complètement. heureusement, c'est un peu comme, comment dire, comme quand tu mets de la rigueur, machin. Moi, je le vois avec Cyril. Cyril, il a un côté qui est hyper synthétique que j'adore. Ouais, ouais, Il met de la rigueur de partout. ouais. Voilà. C'est le créatif, Mais vous complétez du mais coup. il met de la rigueur. Mais vous complétez Voilà. aussi. Mais c'est ça, Ah ouais. c'est ça qui est bien. Il est créatif et il a la rigueur Ouais, ouais, ouais. en même temps. Donc parce qu'il a une qualité que j'adore, c'est la perte de temps. Il ne sait pas ce que c'est. Oui, Il peut pas. ouais. Et j'adore. Voilà. J'adore parce que c'est hyper synthétique. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est le mec qui t'envoie des mails à 6h30 du matin avec voilà, on a parlé de ça, voilà ce qu'il reste à faire. Voilà. Il faut des profils aussi comme ça. Voilà. Il faut des profils comme ça, Et justement. moi j'embarque et derrière en fait voilà comment dire, moi j'embarque, tu sais, je tire ma pelote de laine et Bien puis sûr. voilà, je brode autour et je livre. Ouais. Et ça permet justement d'apporter, je trouve, une construction aussi très enrichissante mutuelle, en fait, Mais quoi. complètement. Ah ouais, moi je... En tout cas, cette expérience, toute expérience est belle. Après, je pense que c'est une question de perception. Bien sûr. La perception que j'ai depuis quelques années en faisant le choix d'arrêter, parce que j'ai pas de télévision, moi, par exemple, c'est trop anxiogène pour moi. En ayant fait des choix radicaux, Ouais. ça m'a permis de changer ma perception. Tout comme lorsqu'on fait des mauvais choix, on peut traîner ces mauvais choix sur 5 années. Oh oui, non, mais il y en a. Voilà, que ce soit relation de couple, un choix lié au boulot, un mauvais choix peut être vraiment fatal. Mais complètement, je suis Vraiment d'accord. fatal et faire perdre des années entre le temps d'accepter, le temps de digérer qu'on a ce que j'appelle la haine suprême et ceci et cela. Et finalement, la vie devient la plus belle cour en fait, de théâtre que je connais, quoi. Pour moi, et d'apprentissage aussi, parce que du coup, j'ai tellement pris plaisir à avancer seule ici que la dernière fois, une amie m'a dit mais Steph, tu auras du mal à te sociabiliser. J'ai dit mais je suis quelqu'un de sociable, c'est juste que je préfère maintenant voilà, passer du temps et du temps qui soit quali. Bien sûr. Voilà, je ne veux pas que des moments de gaieté, je veux de la profondeur, hein, je veux de la sincérité. Et il me dit mais ça on peut pas le déceler du premier coup. Il dit qu'on ne peut pas le faire quand on ne se connaît pas. Moi aujourd'hui, à quelques jours de quelques semaines de mes 35 ans, j'ai la chance de me connaître, de m'aimer et d'être heureuse celle que je suis aujourd'hui. Ah oui, Non, mais je suis bien beaucoup sûr. plus heureuse aujourd'hui que quand j'avais 28 ans. Voilà. Ah tiens, ouais, j'ai changé là-dessus il y a pas longtemps. Et ça fait du bien. Moi, je disais à une copine, on parlait de son neveu qui a 16 ans. Je dis, mais où sont passés nos 16 ans? Et elle me dit loin. Mais en fait, ouais, mais moi je les ai zappés, mais c'est un bonheur de les avoir oubliés. Oui, Je sais pourquoi. Je dis, non, mais je suis bien maintenant. oui. C'est marrant parce qu'il y a ces étapes de vie. Vraiment, moi, je suis bien maintenant. Pourtant, financièrement, je gagne moins bien ma vie. Bon, là, j'installe, je viens d'arriver. Donc, il m'a fallu une année d'adaptation. J'ai des opportunités pro, j'ai créé, le temps de développer, de rentabiliser, etc. Mais j'ai connu aussi, quand on a eu beaucoup d'argent, en tout cas, de belles et des grandes opportunités. Ça fait pas de mal d'avoir quelques moments de restriction. Enfin, ça dépend de la perception. Non, je vais pas dire que ça te ramène à une certaine réalité, mais ça te permet de voir en fait, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a autre chose. Et je suis aussi à l'aise. Ouais, ouais. Voilà, et c'est, Complètement, je suis aussi à Ouais, l'aise. je suis aussi à l'aise On en peut ce être dos moment-là. au mur et c'est là où on retrouve, on se rend compte des aptitudes, des capacités qu'on a dont on ne soupçonnerait même pas. Et parce qu'il y a des gens qui essayent toujours, parce que je sais pas si c'est pour toi, mais des fois quand t'avances, ceux qui t'ont connu, peut-être dans un côté un peu borderline, folle ou ce qu'on veut, auront dit non, Steph, Steph est comme ci, Steph est comme ça. Je vais lui dire, mais t'es sûr qu'on connaît la même Stéphanie? Ah oui, moi je l'ai connue à Paris, mais tu l'as connue dans quel cadre à Et Paris? quand Et quand? Dans quelle dynamique? Parce qu'il faut savoir que moi, dans mon parcours de vie aussi, malheureusement, j'ai eu quelques drames qui m'ont bien esquinté, comme la perte de mon enfant, que je te l'ai parlé en amont. Était vulnérable. Hein. Et il y a ce qu'on appelle des prédateurs et des prédatrices. Et dans cette vulnérabilité, j'ai attracté beaucoup de prédateurs et de prédatrices. Et par la façon dont j'étais prédisposée, c'est-à-dire dans la vulnérabilité, la fragilité dans laquelle je me trouvais, forcément, je pensais qu'il y avait une bienveillance. Mais non, tout n'était que manipulation. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai décidé, c'est marrant, hein, à ce moment-là, de faire mon deuil, de dire au revoir à ma fille, vraiment, de dire je vais vivre pour moi, je vais vivre pour son petit frère, je vais vivre pour devenir celle à laquelle j'inspire et je ne parlerai plus de ma fille ou de la perte de mon enfant comme un espèce de faire-valoir. Parce que
on est fragilisé. C'est comme si tu perds un parent, tu es vulnérable, tu as envie de parler, tu as envie qu'on t'écoute, tu as envie de câlin. Tu sors d'un divorce, tu rencontres quelqu'un, tu te dis oui, cette personne est mieux que celui avec lequel j'ai fait un enfant. Mais finalement, il est pire, il est encore plus bâtard. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as donné tellement d'éléments que Qui sait avec quoi composer. Exactement, il sait avec quoi composer. Et au lieu de faire des efforts XL, il va faire des efforts XS. Et toi, parce qu'il va t'offrir des moments de liberté, parce que tu es dans ton rôle de maman, mais il est pire que celui. Et lorsque tu prends le temps de t'arrêter, tu te dis qui je suis, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai attiré un mec qui m'arrive même pas à la cheville, ni intellectuellement, ni conversationnellement, et encore moins au niveau des valeurs. On est tout l'opposé. Pourquoi j'ai voulu ceci, pourquoi cela, mais tu te dis, mais Steph, c'est ta faute, c'est de ta faute. En tant qu'il te connaît. Et là, quand j'ai pris conscience que ce que j'avais créé relevait de ma responsabilité, je peux t'assurer que j'ai changé la donne. Aujourd'hui, c'est que du bon, du beau et du bien. Et je te jure, personne ne me prendra mon bonheur. Personne ne prendra mon bonheur. Personne ne me prendra mon bonheur, ça c'est sûr. Donc voilà. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Pour ce long moment d'échange. Oui, et puis, qui était fort intéressant. Pareillement, donc on apprend plein de trucs. Et c'est ce que j'adore dans ce podcast, c'est ce que j'adore dans cette ville. C'est qu'on rencontre des gens au parcours. On va pas dire atypique, mais je préfère fou. Oui. Parce qu'atypique, c'est devenu la norme. Non, je préfère fou. Soyons fous. Voilà. Non, écoute, merci. Tu seras prochainement diffusé. Je m'en envoie dans 2-3 semaines, histoire de bricoler tout ça, monter tout ça. Prends ton temps. Ouais, et puis encore merci. C'est moi qui te remercie de me donner ta confiance, de me donner l'opportunité aussi de m'exprimer. Moi qui suis une femme réservée, contrairement aux apparences, extrêmement planquée et discrète dans Lisbonne. Bon, là. On s'est rencontrés à un endroit qu'on ne citera pas. Oui, qu'on ne citera pas. Qu'on gardera pour nous. Mais cet endroit est béni parce que j'ai toujours rencontré des superbes personnes dans cet endroit. Donc, à l'arrière d'une cour dans une rue de Lisbonne, dont on ne citera pas le nom. Exactement ça. Non, mais c'est un endroit qu'on gardera pour nous. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est moi qui te remercie vraiment pour ta confiance, le temps que tu m'accordes autour de mon projet, de mon parcours, de mes envies et de ma personnalité. Qui bouleverse les fondamentaux de d'autres. Mais tant mieux, moi. Moi, je cherche des entrepreneurs fous. Oui. Donc, écoute, merci pour tout et je te dis à bientôt. Toi. Ça marche. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le commenter, le liker et surtout le partager sur tous vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez traiter d'un sujet en particulier, je vous invite, pareil, à mettre tout ça en commentaire. On prendra le temps d'y répondre et pourquoi pas vous inviter à nous rejoindre pour un épisode. Au revoir et à bientôt.